avant de commencer, je veux remercier Béatrice Rodader et Mireille Goubert pour l'invitation de la cité ici, de l'invitation de venir parler d'un sujet qui me fascine. Et comme disait Béatrice, un des projets que j'ai fait depuis 2006 avec Mechthild Rossler, ça fait partie d'un programme des archives orales de l'UNESCO. En 2006, l'UNESCO célébrait le 60e anniversaire et le directeur général adjoint à l'époque a proposé aux académiques de faire des archives orales pour rappeler la mémoire, pour garder la mémoire de cette grande institution. Alors, c'était au même moment que je montais mes projets de recherche à l'université et en quitté le gouvernement. Et Mechthild et moi, on a dit, bon, on devrait vraiment mettre en œuvre une archive orale sur les pionniers du patrimoine mondial. Moi, j'avais une longue expérience et elle aussi, on connaissait beaucoup de monde qui était là au départ. Alors, on a commencé à le faire. À date, on a fait 44 entrevues et je pense qu'on a 90 heures d'enregistrement. Alors, parmi les 44, il y a 5 qui sont décédés depuis. Alors, ça veut dire qu'on a capté les voix à temps. Alors, je pense que c'est une grande richesse. Je vous montre quelques-uns des visages. Je pense que la semaine dernière, vous avez eu M. Bassouche ici en bas et aussi, je pense que Mounir Boushnaki était ici dans la salle aussi, en haut à droite. De là, on a fait une étude. Quand les gens me demandent c'est quoi le livre sur l'histoire du patrimoine mondial, je dis que c'est les documents froids et les voix chaleureuses. Et ça, c'est le livre qu'on a publié et mon université est en train de faire une version française. Et c'est un livre qui documente le début ou la création de la Convention du patrimoine mondial et ça remonte jusqu'à l'an 2000 où on a eu des grands changements et une période de réorganisation du patrimoine mondial. Alors, on a capté comme une première partie et je sais qu'il y a un deuxième volume à rédiger. Je ne sais pas si j'ai l'énergie pour le faire, mais je sais il y a un autre volume qui devrait venir par la suite. Et juste pour vous rappeler que ça, c'est la ville de Québec, qui est une ville sur la liste du patrimoine mondial. Et la sculpture ici en avant, c'est le logo du patrimoine mondial en 3 dimensions. Et c'est le seul que je connais dans le monde. J'en ai vu à 2 dimensions, mais j'ai jamais vu une sculpture de même. Alors je me suis dit, bon, ça c'est une bonne photo pour la couverture. Alors, ce soir, je vais parler de l'histoire critique de la Convention et les valeurs durables. Je vais commencer avec la création de la Convention et puis ses objectifs et ses structures. Et puis, je vais entrer dans la mise en œuvre. Je vais parler des concepts et à quel point ils sont durables. Ils sont durables, mais ils ont été affectés beaucoup, ils ont évolué beaucoup dans le temps. La conservation et puis la coopération internationale, c'est les 3 buts fondamentaux de la Convention. Alors, si on commence avec la création de la Convention du patrimoine mondial, il faut remonter loin. Il faut remonter jusqu'à la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Et ça, c'était une période de réhabilitation sociale après la guerre. Et la Société des Nations était comme une organisation qui était là pour essayer d'empêcher une deuxième guerre et pour la préservation de la paix. Alors ça, c'était en gros. Pour ce qui nous concerne ce soir, ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé sous la Société des Nations. Il y avait un aspect culturel où on a commencé à développer un langage diplomatique concernant le patrimoine et d'un concept surtout du patrimoine de l'humanité. Alors ça, c'est vraiment, on remonte loin cette idée-là d'un patrimoine qui appartient à tout le monde. Et aussi le deuxième élément, une approche de conservation par la coopération internationale. Alors vous voyez, c'est même un peu le même thème.
Et puis, ils ont eu une réunion des architectes à Athènes en 1931 où on a rédigé la première charte de conservation, la charte d'Athènes pour la restauration des monuments historiques. Et il faut dire, c'est un thème qui va revenir, c'était probablement tous les Européens, c'était vraiment les monuments historiques qui ont une valeur architecturale et artistique et historique, et c'était vraiment une vision européenne de la conservation qui va retourner par la suite. Et puis on remonte, je ne sais pas, il y a des petites choses dans les PowerPoint. La création de l'UNESCO après la Deuxième Guerre mondiale, et encore une fois, c'était l'objectif, c'était de l'UNESCO qui faisait partie du système des Nations Unies, c'était de construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Et je vous montre le premier directeur général de l'UNESCO, ce n'était pas un diplomate, c'était un scientifique, c'était quelqu'un qui avait une longue carrière en sciences lui-même, biologique lui-même. Et c'était l'organisation à l'intérieur des Nations Unies qui s'occupait de l'éducation, de la science et de la culture. Alors, après la création de l'UNESCO jusqu'à 1965, et ça c'est dans un contexte patrimoine mondial, on a eu le début du développement d'un système international de protection et de sauvegarde. Alors, on a eu plusieurs étapes qui ont été tranchées à ce moment-là. En 1948, c'était la création d'une organisation non gouvernementale qui est UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et je pense que c'était créé à Fontainebleau, si je ne me trompe pas. Et ce groupe-là, c'était des gens qui voulaient absolument sauvegarder et protéger la nature et les espèces, la flore, la faune et tout. Alors ça, c'était un côté, et en 1956, c'était créé par l'UNESCO. Effectivement, c'était une branche de l'UNESCO à l'époque, ICROM, à Rome, qui était un centre de conservation, surtout pour la capacité, la formation technique de conservation, surtout des tableaux, des peintures, des sculptures, mais qui par la suite a élargi ses intérêts pour le patrimoine bâti. Et en 1959, UNESCO a commencé des campagnes de sauvegarde, un genre de modèle qui a servi comme modèle pour le patrimoine mondial. Je vais retourner un peu là-dessus. Et en 1962, c'est fascinant, mais le groupe Nature UICN, ils ont pu pénétrer le système des Nations Unies, pas l'UNESCO, mais les Nations Unies pour faire adopter la première liste des aires protégées et des réserves. Alors, c'était une liste qui était surtout les grands sites naturels dans le monde, partout dans le monde, avec un peu les lieux comme Angkor, qui voyaient comme Angkor Wat, qui voyaient comme un parc culturel un peu. Alors, il y avait un mélange un peu de culture, mais surtout naturel. En 1964, on a créé une deuxième charte pour la conservation des monuments historiques, et c'était la charte de Venise, qui est très connue parmi les spécialistes de monuments historiques. Encore une fois, il y avait comme quelques représentants d'autres parties du monde, mais essentiellement, c'était des Européens, c'était des monuments historiques, la culture de pierre encore. Et la prochaine année, c'était la création de le troisième groupe qui est impliqué dans le patrimoine mondial. Ça, c'est le groupe des buts non lucratifs, ICOMOS, qui est l'Organisation internationale pour la conservation des monuments et sites. Et ça existe toujours. Ces trois organes existent toujours. Et c'est les trois organes, UICN, ICROM et ICOMOS, qui sont les organes consultatifs auprès du patrimoine mondial. Alors, dans ces années-là, dans ces 20 ans-là, on a comme créé la base pour le patrimoine, la sauvegarde du patrimoine. Juste pour parler un peu des campagnes internationales, je pense que tout le monde est au courant du grand projet en Égypte pour sauvegarder les monuments égyptiens. Et ils ont été coupés et montés à cause des inondations d'un barrage Aswan de l'Égypte
Pour ce projet-là, la campagne de sauvegarde, je pense que ça a soulevé autour de 80 millions de dollars et ça a impliqué 50 pays, quelque chose du genre. Alors, c'était vraiment un modèle d'une sauvegarde à base internationale, de coopération internationale, et c'était un genre de modèle qui a servi, qui était dans la tête des gens de l'UNESCO pour comment protéger le patrimoine de l'humanité. Et ils ont fait aussi un projet pour Borobudur et quand on a eu des grandes inondations à Venise dans les années 60. Alors, il y avait comme un certain modèle qui suivait, mais ce n'était pas un modèle très rentable dans le sens qu'on ne pouvait pas le répéter trop de fois parce qu'on épuiserait les pays. Mais ce qui est venu dans ce mélange d'activités en 1965, c'était une conférence de la Maison-Blanche sur la coopération internationale. C'était le 20e anniversaire de la fondation des Nations Unies. Et à la Maison-Blanche, les Américains ont décidé de faire 30 conférences différentes sur la coopération internationale, sur l'agriculture et militaire et autres, là, toutes les activités. Et il inclut un comité qui était un comité de conservation et de développement des ressources naturelles. Et c'est eux autres qui ont proposé un fonds pour le patrimoine mondial. Alors, c'est vraiment là le début vraiment d'une réflexion un peu concentrée sur le patrimoine mondial. Et j'ai cité de leur rapport, de leur recommandation plutôt, parce que tous les éléments qui se trouvent dans la Convention du patrimoine mondial sont là. Un fonds pour le patrimoine mondial, responsabilité de la communauté internationale, pour la stimulation des efforts de coopération internationale, et puis identifier, créer, développer et gérer des sites, et ici c'est important, des sites naturels, des paysages et des lieux historiques. Alors, c'est une combinaison du patrimoine culturel et naturel. C'est la première fois qu'on le voit ensemble. Et pour bénéficier l'ensemble des citoyens présents et futurs du monde entier. Alors, c'était une très belle vision. Les gens qui ont pu faire ça, c'est Joe Fisher, c'était le président de ce comité-là, c'était un politicien. Et puis Russell Train, qui était vraiment la personne qui a vraiment fait le travail. Vous voyez en haut Russell Train à l'époque, et en bas, quand il avait 88, quand je le passais en entrevue, il est décédé il y a 2 ans, je pense. Mais il m'a raconté toutes les manœuvres pour arriver à cela. Et c'était vraiment, les Américains ont beaucoup de paternité pour les idées de la Convention. Mais en même temps, vers la fin des années 60, il y avait 2 initiatives en parallèle pour la protection des biens culturels et naturels séparés. C'est comme un roman, parce que le côté USCN, Nature, il préparait une convention qu'il allait faire sur les biens naturels, qu'il allait faire passer à Stockholm en 1972. UNESCO, de leur côté, était en train de préparer une convention pour protéger les monuments historiques. Alors, les deux, ce qui est le plus drôle, c'est que les 2 fonctionnaires de l'UNESCO participaient dans les 2 initiatives, mais ils ne se parlaient pas. Alors, il n'y avait personne qui a su, jusqu'au moment de la préparation de la réunion à Stockholm, qu'il y avait 2 initiatives en parallèle qui disaient presque la même chose. Alors, c'était un peu la folie furieuse en 1971. Alors, vous voyez, on a les deux conventions. Et puis, juste pour rendre ça même plus compliqué, les Américains ont déposé une 3e convention, un brouillon de convention sur l'établissement d'un fonds pour le patrimoine, un peu à l'esprit de la recommandation de la Maison-Blanche, qui balançait la nature et la culture, qui donnait le même poids aux 2. Alors, il restait pour UNESCO à régler cela, et le directeur général à l'époque a envoyé des gens à New York pour les séances préparatoires pour la réunion de Stockholm.
Et ces personnes-là, c'est M. Bola, surtout. M. Baptiste n'est pas allé, mais M. Baptiste était celui qui participait pour le côté UICN. Et les deux ont rédigé leur expérience en passant dans un petit bouquin, L'invention du patrimoine mondial, qui est disponible en ligne. Vous pouvez trouver ça sur le site web du Centre du patrimoine mondial. Alors, finalement, ils ont convaincu les gens qui organisaient la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain à Stockholm en 1972. Ils les ont convaincus de ne pas adopter la convention UICN, mais de recommander un nouveau texte pour l'adoption de l'UNESCO. Et c'est comme ça que cette convention-là, qui flottait un peu entre UICN et UNESCO, c'est comme ça que ça est venu à l'UNESCO. Et donc, l'UNESCO a eu une conférence au mois d'avril avec des experts pour rédiger un nouveau texte qui incorporait les trois textes dans un sens. Et puis, au mois de juin, la réunion à Stockholm a simplement endossé. Et puis, c'était à la fin de novembre que l'Assemblée générale de l'UNESCO a adopté la convention qui était vraiment rédigée par les experts au mois d'avril. Et je dirais que c'est probablement la convention qui était le plus rapidement rédigée, si vous regardez cette échéance-là, malgré le fait qu'il y avait 3 documents entre les mains. Mais quand même, c'était très rapide d'avoir une adoption à la conférence générale. C'était une image, grâce à ma collègue Mechtilde Rossler, de la conférence générale et puis la signature de la convention en 16 novembre 1972. Alors, ça, c'est un peu l'historique de comment on a eu la convention. Et puis, juste faire un petit rappel, je ne sais pas si M. Besseriche a couvert ça de la même façon, mais les objectifs et puis les structures qui dirige la mise en œuvre. Comme je vous ai dit plus tôt ce soir, les objectifs sont assez clairs. Identifier les sites qui appartiennent à l'humanité, qui ont une importance globale, de protéger et conserver les sites, et puis de mobiliser la coopération internationale. Et le texte de la Convention, si vous assistez à toutes ces soirées, j'imagine que vous allez lire la Convention. Le texte est vraiment romantique. C'est un très beau texte et c'est très émouvant. Mais quand on va au centre des objectifs, c'est vraiment ces 3-là. Et les structures, la façon dans laquelle c'est administré, c'est que, c'est nous, le monde autour, mais on a 3 parties qui sont tous les 3 importants. D'abord, on a tous les États parties qui ratifient la Convention. Actuellement, on a 191 pays qui ont ratifié la Convention. C'est la convention la plus ratifiée de toutes les conventions de l'UNESCO et c'est vraiment le plus populaire. Il reste que le comité est un comité de 21 membres qui sont élus par les États parties pour des mandats de 4 ans. Ça, il y a beaucoup de concurrence pour les 21 postes, vous pouvez comprendre. C'est 191 pays qui cherchent 21 places. Alors, c'est assez serré comme concurrence. On a le secrétariat qui est l'UNESCO. Et comme je vous ai dit, c'était pas clair au départ que ce serait l'UNESCO, mais finalement, l'UNESCO a pris en main. Et puis, l'autre côté gauche, on a les 3 organes consultatifs. C'est les 3 groupes conseillers qui donnent des conseils et à l'UNESCO et au comité et aux États parties pour cela. Alors, je mets mon petit tabouret en bas parce que des fois, il y a des forces d'une partie ou une autre qui essaient de dominer, mais moi, je dis toujours qu'on a besoin des 3 jambes pour que ça fonctionne comme il faut. Si on enlève une des 3 jambes, le tabouret tombe. Alors, c'est ma façon de dire qu'il faut vraiment respecter les États parties et leurs intérêts, mais aussi le secrétariat, leur rôle, et puis aussi les conseillers techniques, leur
leur contribution à la mise en œuvre de la Convention. Le concept est très simple. C'est un patrimoine qui appartient à toute l'humanité. Et le seuil, c'est ce concept de valeur universelle exceptionnelle. Et j'imagine que M. Bassouche a parlé souvent de valeur universelle exceptionnelle. Alors, ça, c'est les objectifs, structure, histoire. Alors maintenant, on arrive à la mise en œuvre. Et je veux parler de 4 concepts clés qui sont, selon moi, pour la question de l'inscription sur la liste, l'identification des biens pour aller sur la liste du patrimoine mondial. Je vais parler d'abord de la définition de patrimoine qui est dans la Convention, et puis la valeur universelle exceptionnelle, de parler un peu de comment ça s'est construit, parce que c'est pas évident. Puis je vais parler des paysages culturels, le lien entre la nature et la culture, parce qu'il y a une place au milieu où ça se joint mal. Et puis le concept d'authenticité, qui est un concept fondamental pour la mise en œuvre de la Convention, surtout pour les biens culturels. C'est un concept qui, à date, n'est pas appliqué aux biens naturels, malgré le fait qu'il y en a qui y pensent. OK. La définition du patrimoine, le message de base, c'est que c'est territorial. Ce n'est pas une convention sur le patrimoine immatériel, ni sur les biens mobiliers, c'est sur les biens in situ territorial. Alors, dans la convention, on parle du patrimoine culturel, on parle des monuments, et on comprend bien, les monuments, c'est des grands édifices normalement à part, comme les palais ou les églises et autres. Les ensembles, c'est surtout les ensembles comme les villes historiques, aussi les ensembles technologiques, industriels, les exemples de la génie. Et puis les sites, et ça c'est plutôt les sites archéologiques et aussi les sites où on ne voit pas grand-chose, mais où on voit la nature, mais que l'impact des êtres humains est là. Alors ça, c'était le côté patrimoine culturel. Naturel, c'est des monuments naturels, les exemples des éléments physiques dans le paysage. Les formations géologiques et physiographiques, et ça, c'est surtout du point de vue habitat. Et puis les sites naturels, et ce que la Convention veut dire par cela, c'est les sites naturels, c'est vraiment les grandes aires protégées, comme les grands parcs nationaux en Australie ou en Amérique du Nord. Alors ça, c'est la définition du patrimoine qu'on travaille, avec lequel on travaille. Et on a ce concept-là de valeur universelle exceptionnelle. Excuse-moi. Maintenant, dans la Convention, le texte de la Convention mentionne 13 fois valeur universelle exceptionnelle, mais c'est jamais défini. Et je pense que c'est le cas pour bien des documents comme cela, internationaux, c'est que quand on n'est pas certain comment définir, on laisse ça un peu libre, et puis c'est pour la mise en œuvre de le définir. Alors c'est un peu... c'était jamais expliqué plus que ça. Dans les orientations, plus tard, le comité a essayé d'émettre une traduction, une explication en disant que la valeur universelle exceptionnelle veut dire un patrimoine qui transcende les frontières nationales et présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l'ensemble de l'humanité. Vous reconnaissez, n'est-ce pas, la même phrase qui était dans le Fonds du patrimoine mondial de 1965. C'est presque la même formulation. Mais finalement, la façon en laquelle le comité approche ou donne définition aux valeurs universelles exceptionnelles, c'est par les critères. Alors, c'est le comité qui a créé des critères pour juger les biens. Alors, les critères sont très importants dans l'identification des sites qui vont aller sur la liste. Alors, on a
10 critères, 6 qui sont les critères côté culture et 4 côté nature. Et ils étaient à part pour bien des années. Et en 2005, ils ont été mis ensemble. Mais vraiment, ça travaille quand même. On n'a pas vraiment compris on n'a pas travaillé l'implication de les avoir mis ensemble. C'est un travail académique à faire. Mais les critères culturels, toujours, le premier, c'est chef-d'œuvre. Mais au début, c'était la formulation de ce critère était chef-d'œuvre artistique ou esthétique. Et maintenant, c'est un chef-d'œuvre de la créativité de l'humanité. Ça, c'est un des changements qui était changé dans les années 90 pour ouvrir un peu aux cultures différentes. Tous les critères ont été modifiés à plusieurs reprises, juste en passant. La deuxième influence, au début, c'était l'influence des colonisateurs sur les colonies. Et par la suite, c'est une influence dans les deux sens ou dans tous les sens. Alors, c'est un peu de rendre plus flexible l'interprétation de valeurs universelles exceptionnelles. Le troisième, c'est tradition culturelle, le témoignage des traditions culturelles sur le territoire. Alors, on a certaines traditions culturelles qui sont très distinctives, une diversité culturelle, et de faire le lien entre une culture en particulier avec ses manifestations sur le territoire. Quatrième, c'est les typologies, c'est surtout les villes historiques, les paysages, les ensembles de génie, les canaux. C'est le genre de site qui se trouve sous le critère 4. Critère 5, c'est, et en passant, l'image que je vous montre, c'est des blocs appartements du 13e siècle en Chine, qui étaient faits en genre de forteresse pour la protection. Mais toute la vie existe à l'intérieur, à l'intérieur de chaque cercle. L'utilisation du territoire, c'est l'exemple que je vous montre, c'est l'agave bleue du Mexique, d'où vient le tequila. Alors, c'est une question de l'utilisation du territoire qui est traditionnel, mais qui a eu un impact sur le territoire et qui a une manifestation sociale. Et le dernier critère qui est plus difficile, c'est un critère qui est un peu immatériel, c'est les valeurs associatives. Alors, ça veut dire que si c'est associé à des grandes histoires de le monde. Et l'exemple que je vous montre, c'est au Sénégal, c'est un bâtiment qui n'a rien de spécial de point de vue physique, mais qui était la place où on gardait les esclaves avant de les envoyer en Amérique du Nord et en Amérique du Sud pour ce que ça vaut. Et donc, c'est la valeur associative de ce bâtiment-là qui le donnait sa valeur universelle exceptionnelle. Pour les critères d'évaluation pour le côté naturel, on a eu toujours le fameux critère 7, la beauté naturelle, qui est très subjective et qui n'est pas utilisée souvent. Le 8e, c'est la question de géologie et fossiles, et ça, c'est un certain groupe de biens qui sont sur le critère 8 tout seul, sans autre implication. Parce que les critères peuvent être un seul ou peuvent être utilisés en combinaison. Mais pour la géologie ou les fossiles, c'est souvent juste ce critère seul. Le 9e, c'est pour les écosystèmes, les habitats, non, plutôt les écosystèmes, et ça évolue. Alors, c'est un critère qui est intéressant parce que la question d'intégrité après et la gestion après, parce que les écosystèmes sont en évolution constante, c'est un bon défi. Et puis le 10e, c'est les habitats pour les espèces, surtout les espèces en péril. Alors, c'est comme ça que dessinent les grands critères, mais à l'intérieur de cela, les argumentaires, c'est assez serré. Alors, pour la liste du patrimoine mondial, le but, c'est d'avoir une liste crédible, équilibrée et représentative. Et ça, c'est le but. Et dans certains aspects, la mise en œuvre a réussi, mais dans d'autres, ça n'a pas réussi.
Et je vais vous montrer un peu les deux. D'abord, ici, c'est une image qui vous montre que la distribution régionale n'est pas équilibrée. Et je vous montre à 3 périodes par région en 1990, l'an 2000 et actuellement. Et ce que vous voyez à gauche, vous voyez dans les 3 temps que les proportions restent plus ou moins pareilles. Alors, malgré toutes les initiatives du comité de rechercher l'équilibre et balance régionale, ils n'ont pas vraiment réussi. On a Afrique à gauche et Caraïbes et Amérique latine à droite. Mais ce que vous voyez dans le bleu foncé, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord. Et ça a toujours été 50% de la liste à n'importe quel moment. Et ça, c'est un enjeu qui est toujours très vivant et beaucoup d'amertume parmi les délégués à ce sujet-là de la distribution régionale. La question de l'équilibre entre les sites culturels et naturels et mixtes, c'est un peu différent dans le sens que un site naturel n'est pas la même équivalence avec un site culturel et c'est difficile de faire cette équivalence-là. Mais chose certaine qu'il y a 200 sites de valeur naturelle et puis presque 800 côté culture. Alors c'est vraiment, il y a une certaine recherche. Le comité, depuis son début, a recherché plus de nominations côté nature. Il voudrait que les grandes aires protégées soient présentées pour garantir leur conservation. Et ça, c'est disons, mixte comme réaction. Du point de vue crédibilité, je trouve que le comité a beaucoup de crédibilité dans le sens que 2 sites à date ont perdu, selon les décisions du comité, ont perdu leur valeur universelle exceptionnelle et le comité, après les longs débats, a effectivement retiré les 2 sites de la liste. Alors ça, du point de vue crédibilité, c'est important. C'est triste pour les sites et c'est pas une réussite pour la conservation. Mais c'est de point de vue crédibilité, ça veut dire qu'on a des obligations et si on ne respecte pas nos obligations de conservation, pour une raison ou une autre, on peut perdre le titre de patrimoine mondial. Je crois que vous allez avoir une présentation sur le pont à Dresde, n'est-ce pas? Alors ça va être intéressant pour vous. J'aimerais ça être là moi-même. Et puis une liste représentative, la question, c'est un concept difficile à définir et on a parlé d'une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde, qui est un but qui est un peu impossible à définir, de savoir quand on a fini ou pas. Mais le comité a pris des mesures pour essayer de rechercher les nominations des pays qui ne sentaient pas à l'aise avec l'image du patrimoine mondial comme étant un patrimoine soit des grands parcs nationaux à l'Amérique ou au Canada, ou les monuments comme les cathédrales ou le palais de Versailles et autres. Alors, on a entrepris des mesures. Le premier, c'était une tentative de faire une étude globale. Et c'était un genre de cadre global pour guider les pays. Et on a fait 3 études initiales qui étaient sur un terrain européen, vous allez remarquer, et aussi assez connu du point de vue, assez bien étudié du point de vue académique. Et ça a démontré une faiblesse méthodologique fatale, en fond, parce que c'était impossible de faire des cadres rigides autour des cultures. Alors, ça, on a abandonné cet exercice-là, mais le comité a travaillé ça pendant plusieurs années. Pour reprendre quelque chose de beaucoup plus flexible, qui était une stratégie globale, où on a présenté un cadre thématique qui était très anthropologique et très ouvert. Comme vous voyez, c'est 2 grands thèmes, la coexistence de l'homme et de la terre et les hommes en société. Alors, c'était des thèmes thématiques qui étaient très ouverts, très larges. C'était pour encourager des nominations des régions où on avait moins de nominations. À un certain point, ça a fonctionné. Et je n'ai pas le temps de passer en détail, de vous montrer en détail, mais à un certain point, il y avait certainement des nominations
de gens différents, certainement de l'Afrique. On a vu quelques nominations qui étaient vraiment le résultat de la stratégie globale. Ça n'a pas changé, comme vous avez vu avant, en gros, la représentation par région. Alors, juste pour finir sur cette partie-là, alors ça, c'était un peu le patrimoine culturel d'au départ. Vous voyez, les deux ont été inscrits la même année. C'est la deuxième année d'inscription. Soit des sites de grande antiquité ou les monuments, vraiment les monuments historiques de grande valeur artistique, esthétique. Et puis après la stratégie globale, on a quand même vu des sites, des présentations des sites des gens différents. Et on a eu comme, c'était le premier des canaux a été nommé, c'est le canal du Midi. Mais ça aussi, c'était une question de, bon, un canal, c'est long et les frontières sont moins claires qu'un palais, une cathédrale et beaucoup plus d'interactions et côté industriel un peu. Alors ça a passé en 96 et puis Las Médulas en Espagne est un site qui a bénéficié du changement au critère 1 sur la créativité de l'homme, parce que c'est un site du IIe siècle où les Romains ont appris à faire par un système hydrolactique. Ils ont mis de l'eau derrière la surface des montagnes pour les exploser par la force de l'eau pour chercher l'or. C'était les mines d'or. Dans le débat sur ce site-là, il y avait plusieurs qui ont désisté, plusieurs membres du comité, en disant que c'était pas une réussite pour l'environnement, que c'était un désastre environnemental. Alors, on avait à ce moment les deux parties de la convention qui étaient un peu en discussion, mais c'est un site qui était vraiment différent des sites avant. Et puis, Cuba a présenté un terrain, une terre d'agriculture du tabac qui a passé. Alors, c'était dans l'esprit de la stratégie globale. Alors, je suis allée chercher est-ce que ça a vraiment eu un impact. Et d'ailleurs, c'est une bonne thèse de doctorat que je vais recommander à un étudiant de voir vraiment l'impact de la stratégie globale sur les propositions de sites. Alors, juste pour finir là-dessus, la notion du patrimoine culturel a passé d'une définition étroite, portant sur les sites isolés, à une définition élargie qui couvre des ensembles comme les corridors, les routes, les canaux et tout. Et ça a passé des monuments artistiques de grande valeur artistique aux biens vernaculaires et industriels. C'est un peu la vague ou la tendance qu'on a vue là. Bon, pour le lien entre le patrimoine culturel et naturel, on a parlé des paysages. Mais au début, comme vous avez vu, on a soit les grands parcs nationaux ou les monuments, les grands monuments. Mais le milieu, le lien où la nature rencontre la culture, c'était pas vraiment bien clarifié. Alors, c'était les Français qui ont mis ça sur la table et c'est M. Chabasson qui a passé une entrevue avec nous et il nous a expliqué son point de vue. Et à la réunion, il était rapport du comité en 1984. Et lui, il a soulevé la question des paysages ruraux et pensant des fusions d'éléments nature et culture. Et parlait des paysages d'une harmonie et d'une beauté exceptionnelle créée par la main de l'homme. Et des exemples étaient des rizières en terrasse en Asie et puis les vignobles. C'était les deux exemples qu'il a cités à l'époque. Et ça a ouvert une discussion qui a duré des années. Et le cas d'étude était le Lake District au Royaume-Uni, le Royaume-Uni a accepté de l'offrir comme cas d'étude pour essayer de clarifier le concept de paysage culturel ou rural. Et M. Chabasson n'était jamais d'accord avec le changement de paysage rural à paysage culturel parce que ça a un sens différent, c'est évident. Et ça a eu lieu à l'intérieur de l'UNESCO. Tout à coup, les documents étaient paysages culturels.
Mais on a eu 4 ans de débat sur le Lake District qui avait quand même, c'était un paysage naturel, un parc naturel avec beaucoup d'activités humaines là-dedans. Il y avait, je pense, 11 ministères qui faisaient des travaux, qui avaient des activités à l'intérieur du parc. Et finalement, le comité n'était pas capable de décider. Et en 90, c'était une des 2 années que j'ai présidé le comité, j'étais obligée de demander un vote après des heures et des heures de débat. Et ça n'a pas passé. Et Léon Preswier, que je pense que quelques-uns parmi vous connaissez, était l'ancien vice-président de la Sorbonne. Léon Preswier était représenté ICOMOS pendant 10 ans au comité du patrimoine mondial et donnait des conseils pour les inscriptions. Et lui, il trouvait que cette décision sur le Lake District était abominable. Alors, il nous a dit ça dans son entrevue. Il parlait d'une erreur historique. Il dit, pour moi, la Convention reste toujours un instrument un peu archaïque où il y a une vision large et généreuse de la nature et une perception encore très limitative de la culture parce que la culture se confondait avec l'architecture. Alors, c'était comme ça qu'il l'a vu. Et puis, je trouve qu'il y avait toujours un œil sur la conservation. Il dit, tout le monde sait protéger un minaret, un clocher, une maison, mais personne ne sait protéger un mode de vie, un grand paysage, un ensemble fragile. Alors, il était vraiment avant son temps dans cette perception de ce qui s'est passé. Mais l'échec était tel que ils ont mis ensemble un groupe d'experts qui travaillaient avec l'UNESCO pour créer effectivement une nouvelle catégorie de paysages culturels qui a réussi finalement à adopter par le comité en 92. Alors, les années 90, c'était une ère de grands changements dans la compréhension, la mise en œuvre de la Convention, selon moi, à cause du fait qu'il y avait de plus en plus de pays dans des régions différentes du monde qui ont ratifié la Convention et donc on a eu une influence des idées très différentes. Alors, pour la catégorie des paysages culturels, on avait des paysages dessinés qui étaient assez normaux, les jardins et tout ça, et puis les paysages évolutifs qui étaient aussi quelque chose comme les villes historiques, mais on a eu les paysages associatifs où on voyait rien vraiment sur le territoire ou très peu, mais qui avaient une grande valeur pour les gens qui avaient toutes sortes de sites sacrés et tout. Alors ça, c'était vraiment le grand changement de cette catégorie-là, et le premier site à être inscrit comme paysage culturel, qui avait déjà été inscrit comme un site naturel, c'était le Parc national de Tongariro en Nouvelle-Zélande, qui était quand même le cœur de la culture maori. Alors, aussitôt qu'ils ont pu avoir accès au côté culturel, ils ont sauté dessus parce que pour eux, de voir ce montagne-là comme un site naturel était insuffisant pour comprendre qu'est-ce que c'était sa valeur. Alors, c'est le premier, mais il y a maintenant, je pense qu'il y a 88 paysages culturels sur la liste. C'est une catégorie qui a vraiment ouvert à d'autres genres d'inscription. Et puis, on a le dernier des grands concepts, c'est le concept d'authenticité. Encore une fois, c'est un concept qui est difficile à définir. D'ailleurs, on est toujours en train de débattre, mais le comité a adopté une définition assez étroite sur les attributs de l'authenticité, et c'était vraiment physique dans le fond. C'était les formes, matériaux, techniques et la situation. Et tout de suite après l'adoption, ils l'ont adopté presque au début de la mise en œuvre, et tout de suite, il y avait un grand défi parce que la Pologne a présenté comme premier site le centre historique de Varsovie en Pologne, qui a été complètement démoli, détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce que vous voyez à droite, c'est une reconstruction. Alors, la reconstruction était tout de suite devant le comité qui avait ce concept d'authenticité. Alors, on a eu un débat pendant 3 sessions, et finalement, ICOMOS était contre, à cause d'un manque d'authenticité matérielle, physique, et puis à la fin de la 3e session,
il commence à changer d'avis et le comité aussi, ils l'ont accepté comme un site du patrimoine mondial pour sa valeur symbolique, la reconstruction de l'identité polonaise. Alors ça, mais ils ont dit que c'est une exception. Mais je pense que c'était un peu juste avant les autres, parce que c'est la même chose qui est arrivée à plusieurs reprises par la suite. Mais dans cette veine-là, parce qu'ils ont dit que c'était une exception, ils ont refusé Carcassonne parce qu'ils ont dit, bon, il y a beaucoup de reconstruction. D'ailleurs, je pense que vous allez bientôt avoir une exposition sur Viollet-le-Duc. C'est lui qui a fait beaucoup de reconstruction au 19e. Alors, le comité a refusé. Et dans ses mémoires, M. Preswier a dit, il a parlé des contraintes du critère d'authenticité. Il était un peu piqué par le cas de Carcassonne, j'avoue, mais il parlait que c'était plus pesant encore dans d'autres régions du monde. Au Japon, les temples les plus anciens sont périodiquement reconstitués à l'identique, l'authenticité s'attachant à la fonction essentiellement, à la forme accessoirement, mais non aux matériaux. Et puis, il continue, il dit, ben, le Japon ayant ratifié la convention, c'est plus académique. Et puis, juste pour vous montrer, je m'excuse, ce livre-là existe en français, mais je ne trouvais pas une version en français chez moi. L'exemple auquel il référait, c'est les temples Shinto au Japon, où ils ont une tradition tous les 20 ans de les refaire. Alors ici, on voit, c'est la 60e fois qu'ils ont refait ce temple ici. Tous les 20 ans, ils reconstruisent et puis ils démolissent l'autre. Et ça, c'est le moment quand les deux sont toujours debout, juste avant la destruction de l'autre. Et ils sont côte à côte. Et l'année dernière, c'était une autre version de la même chose. J'ai eu la chance d'aller ici à ce moment-là pour le voir. Mais ça, c'était un peu, ça met en question l'authenticité. C'est quoi l'authenticité dans un tel contexte? Alors, pour cette raison-là, le Japon a lancé ou a invité le monde, les experts du monde, de venir à Nara, leur ancienne capitale, pour parler de l'authenticité. Et c'était un peu la bataille des anciens et des nouveaux, parce qu'on avait des co-rapporteurs. On avait M. Raymond Lemaire, qui était un architecte belge, qui a été un des gens qui a signé la Charte de Venise. Alors, il venait complètement du monde de la Charte de Venise. Et on avait Herb Stovall, qui était un Canadien, qui était architecte aussi, mais qui avait une vue beaucoup plus large, influencé par les peuples autochtones et par le genre de patrimoine qu'on peut avoir dans les pays moins développés ou moins anciens du point de vue patrimonial que le Canada. Alors, on a eu de longs débats et j'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais des choses bien intéressantes. Mais pour finir, on a fini avec un document de Nara, une déclaration de Nara en avant qui a élargi les attributs de la définition de l'authenticité. Ça, c'est le résultat d'un long débat. M. Bachirouche était là aussi, en passant. Les attributs élargis, vous les voir, c'était adopté en 1994, mais à cause des changements dans les orientations du Comité du patrimoine mondial, effectivement, c'était adopté par le comité en 1999, mais ça a paru en 2005. Mais dans la dernière moitié des années 90, le comité prenait en charge cette nouvelle définition plus large. Alors, ce qu'on a de différent, c'est usage et fonction, tradition, système de gestion, surtout les systèmes de gestion traditionnels, langage, esprit et patrimoine immatériel. Alors, vous voyez, c'est une longue liste d'attributs qui sont très différentes que ce qu'on avait avant. Beaucoup moins matériel, beaucoup d'influence immatérielle. Alors, un des résultats, c'est que Carcassonne était accepté parce qu'ils, comme symbole, et on n'avait plus le même
réticence à cause des changements dans l'idée de l'authenticité. Mais plus surprenant, c'est le vieux, entre guillemets, le vieux pont de Mostar en Bosnie-Herzégovine. Vous voyez à gauche une carte postale des années de 1925. Vous voyez que le pont a été détruit en 90 pendant la guerre de l'ancienne Yougoslavie. Et puis, c'était reconstruit sous le leadership de l'UNESCO et la Fondation Aga Khan et la Banque mondiale, parmi d'autres. C'était reconstruit et présenté tout de suite comme patrimoine mondial. Je pense que le ciment n'était même pas sec. Et le comité avait quand même des réticences pour l'inscription. Ils ont eu un débat, ils l'ont retourné à l'État, ils ont reporté ça à une autre session, mais finalement, ils l'ont inscrit pas pour son physique, son côté matériel, mais parce que symboliquement, ça représentait un lien entre deux peuples différents et que le pont ils ont vécu en paix entre les deux parties pendant des années et le pont était un point important au symbolique dans ce sens-là. Et de nos jours, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette inscription-là, mais c'est vraiment de pousser le concept de l'authenticité à la limite, disons. Et puis au Canada, je vous montre deux exemples. Un exemple qui met en question aussi la question d'authenticité, c'est des totems. Et c'est un site c'est le site d'une Première Nation, les Haida, qui était proposé tôt dans le système 81, inscrite. Le défi, c'est que pour les peuples autochtones, ils savent qu'ils peuvent, nous pouvons consolider pour toujours les totems avec des produits chimiques comme l'époxy et d'autres. Ils ne veulent pas, ils trouvent que ce n'est pas naturel, ça ne coïncide pas avec leur philosophie. Alors, ils sont prêts à faire une sauvegarde de conservation physique, d'enlever la moisissure et tout, mais ils laissent ça tomber à terre quand ça vient le temps de tomber à terre. Pour eux, la question, c'est l'inspiration pour les jeunes artistes. Alors, comment le Comité du patrimoine mondial va juger ça le jour que les totems disparaissent, je ne sais pas, parce que c'est quoi l'authenticité là-dedans? Alors, vous voyez que c'est loin du matériel, et c'est un phénomène qui est là, et disons que c'est pas tout à fait compris complètement. Et juste pour pousser même un peu plus loin, c'est la forêt sacrée d'Osan Oshogbo, en Nigeria. La forêt sacrée il y a des arbres qui ont été modifiés. Alors, il y a un certain impact culturel physique sur la terre, mais la chose la plus importante, c'est les célébrations religieuses au nom de Yoruba, leur dieu. Et honnêtement, je pense que nous pourrions dire que pour bien conserver ce site-là, il faut que ces célébrations continuent, il faut les subventionner s'il faut pour que ça garde l'authenticité du lieu. Alors, c'est pour montrer qu'on est venu loin d'une authenticité matérielle à une authenticité immatérielle, humaine, jusqu'à un certain point. Alors voilà, c'est les 4 concepts clés sur la question d'inscription. Je m'excuse, je vais vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'espère que vous avez retenu l'essentiel des 4. Définition et puis la valeur universelle exceptionnelle, comme ça a changé un peu avec le temps. Paysage culturel pour combler le lien entre culture et nature. Et le concept d'authenticité, que ça élargit pour avoir une vision plus large de ce qui est authentique. Maintenant, pour la conservation des sites, dans la Convention, on a un instrument pour la conservation et pour les cas difficiles, et c'est la liste du patrimoine mondial en péril. Et actuellement, il y a 44 biens sur la liste du patrimoine en péril. Je crois qu'il y a beaucoup plus de biens que 44 qui sont en péril, mais les gens, malgré le fait que c'est un instrument qui était vu comme une façon de donner priorité aux sites qui avaient besoin d'aide,
les pays l'interprètent comme une tache noire, un genre de manque de confiance dans la capacité des pays de s'occuper de leur site, ce qui est très dommage parce que des fois c'est la faute de personne. Ils décident qu'ils sont en danger et ils ont besoin d'une coopération internationale et beaucoup de collaboration des autres. Alors ça, c'est le seul instrument qui existe dans la Convention. Et puis par la suite, on a des manuels de référence qui ont été créés par le Comité du patrimoine mondial ou par les organes consultatifs plus UNESCO pour aider les pays. Alors ça, c'est un genre de formation qu'on a. Et aussi, on a instauré un système de revue périodique. On a des rapports périodiques, mais c'est un suivi périodique où, dans un cycle de 6 ans, les pays doivent passer à travers un exercice de regarder tous leurs sites qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial et de voir dans quel état ils sont de plusieurs points de vue. Alors, les rapports périodiques, honnêtement, c'est peut-être le plus important pour les pays même. Le comité n'a pas le temps de lire tout ce qui est généré dans ces exercices-là, mais c'est un très bon exercice pour le pays lui-même parce que chaque pays apprend à voir ce qui ne va pas bien et peut prendre des mesures pour les corriger. On a des belles réussites de conservation dans le nom du patrimoine mondial. Je vais vous montrer quelques exemples. Un exemple qui m'est venu dans la tête, c'est l'exemple de Sans Souci, qui fait partie d'un site qui est intitulé Châteaux et Parcs de Potsdam et Berlin, en Allemagne. Et c'était présenté en 90 avant que le mur tombe. Alors, c'était vraiment un moment intéressant dans l'histoire. Mais ce site-là a été menacé par des propositions des grands bâtiments de tours qui allaient interrompre la perspective des jardins, les grands jardins. Alors, c'était Potsdam qui voudrait se reconstruire après que le mur disparaisse. Et on a eu en 1995 M. Winkelmann, qui était le président du comité, a investi beaucoup de lui-même en allant négocier avec les gens de Potsdam à plusieurs reprises et il a pu les convaincre de replacer, de refaire leur plan d'aménagement et de replacer ces grandes tours-là à un autre lieu. C'était pas pour opposer les tours, mais de ne pas les laisser dans la perspective de ces jardins-là. Alors, pour moi, c'était vraiment un moment intéressant pour la Convention parce que sans la Convention, on n'aurait jamais pu faire ça. Un autre qui est intéressant, c'est côté naturel. C'est le site, le sanctuaire des baleines grises d'El Vesquino au Mexique. Et c'est le président du Mexique lui-même qui s'est impliqué finalement, mais le comité a opposé la proposition de faire une usine de sel dans la baie où les baleines retournaient à chaque année pour donner naissance aux jeunes. Et c'était le berceau pour les baleines grises qui, en été, montent jusqu'en Alaska et retournent à cette baie-là. Alors, c'était compliqué parce que les gens étaient pauvres et l'usine allait fournir des emplois et tout. Et c'est grâce à la Fondation des Nations Unies, fondation américaine, qui a investi dans la formation des gens dans l'écotourisme, que le président a changé d'avis et il a annulé la construction de l'usine en faveur d'un écosystème autour des baleines. Alors, c'est un gagnant-gagnant pour le patrimoine, selon moi. Et cette conversation n'aurait pas eu lieu sans un site qui était déjà inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Et le troisième exemple, c'est un exemple qui est connu par plusieurs, c'est la fameuse tour Gazprom. Gazprom étant une compagnie, troisième plus grande compagnie du monde, je crois. Et ils avaient une proposition de faire un grand tour de 400 mètres juste en face du lieu du patrimoine mondial de Saint-Pétersbourg, qui est quand même une ville très horizontale. Alors, ça aurait été dans la perspective
de partout. Et aussi, l'échelle du développement était vraiment hors échelle pour le pont et toute l'infrastructure autour. Ça aurait impliqué beaucoup plus de construction aussi. Alors, pendant plusieurs années, le Comité du patrimoine mondial avait un dialogue avec le gouvernement de la Russie. Et en 2012, ils ont finalement pris une décision de déplacer tout le siège social de Gazprom à un site à Saint-Pétersbourg, mais 10 kilomètres de loin du lieu. Alors, c'était une autre où vraiment, les citoyens ont beaucoup protesté, mais c'est l'influence de l'UNESCO et du patrimoine mondial, je pense, qui a comme influencé le président et le gouvernement de changer d'avis. Alors, c'est des grandes réussites, je crois, au nom du patrimoine mondial. Mais on a aussi des échecs, comme vous comprenez, et plusieurs sont le résultat de guerre et d'intolérance du patrimoine l'un de l'autre. Alors ça, c'est très troublant. Je trouve ça très troublant. Ici, on a les Bouddhas dans la vallée de Bamiyan, en Afghanistan. Et le Comité du patrimoine mondial travaille fort avec les instances pour essayer d'empêcher cela. On a eu un envoi spécial de la France, d'ailleurs, qui connaissait bien le lieu et les gens sur place. Mais malgré cela, on ne pouvait pas empêcher que les talibans ont juste fait péter les Bouddhas pour les raisons idéologiques. Alors, ça, c'est une intolérance d'une culture qui n'est pas la nôtre ou la vôtre. Et c'est triste et on n'y peut rien. Je pense que dans ce cas-ci, le comité a envoyé une note aux Nations Unies en demandant que ça soit cité comme un crime contre l'humanité, parce qu'on a effacé une partie de notre patrimoine de l'humanité. Deuxième exemple qui est tout près de nous, l'an 2012, c'est la démolition de plusieurs biens, des tombeaux et les mosquées en Tombouctou. Encore une fois, une question de différence d'idéologie. Et puis une troisième qui est actuelle, et on a l'information surtout par les satellites, c'est ce qui se passe en République arabe syrienne. Donc, les 6 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de la République arabe syrienne, tous les 6 sont sur la liste du patrimoine en péril maintenant, après un grand débat en passant, parce qu'il semblait évident qu'ils sont en péril. Mais l'exemple que je vous montre, c'est que la grande mosquée à Alep, si vous voyez l'image, le photographe, vous voyez la tour, et en haut, à gauche, vision satellite de décembre 2011, où on voit l'ombre toujours de la tour. Mais en juillet 2014, quand on a eu une autre image satellite, vous voyez que la tour a disparu et d'autres dommages autour. Alors, je pense que les 6 sites aux Syrie sont en grave danger et on ne sait pas encore l'ampleur de ce danger-là. Alors ça, c'est un genre de destruction par les guerres et on se sent comme impuissant devant ces exemples-là. Il y a d'autres exemples où c'est plus banal dans ce sens, mais les dommages sont aussi signifiants. Et c'est des développements qui sont mal pensés. Et l'exemple que je vous montre, c'est l'ancien district historique de Panama, la ville de Panama, où on a inscrit ce site historique et surtout c'est un port pour son visage envers la mer. Et tout à coup, pour les raisons de développement, les gens voudraient avoir, à partir de la circulation, était très difficile de traverser ce péninsule-là. Ils voudraient avoir une façon rapide de traverser, alors ils ont planté l'infrastructure devant le port. Alors ils ont fait ce viaduc en face du port, mais ils ont coupé le lien entre le site et la mer, qui était une des raisons fondamentales pour l'inscription. Alors, le comité n'a pas réagi vite. Hein. Ils ont pris leur temps. Ils avaient des échos de ce projet-là pendant plusieurs années. Ils n'ont rien fait. Et puis, finalement, c'était une fête accomplie.
Et on est en train de reformuler la nomination pour simplement avoir le site archéologique. Alors, ça veut dire, en effet, qu'on a perdu la moitié du site. Ce ne sert pas un site enlevé, retiré de la liste parce qu'ils vont reformuler, mais effectivement, on a perdu la moitié d'un site qui était jugé d'avoir une valeur universelle exceptionnelle. Et l'autre incontournable avec le patrimoine mondial, c'est la question de tourisme. Et je vous montre un estimé de l'Organisation mondiale du tourisme. Ils jugent le tourisme par les arrivées internationaux. En 1950, il y avait 25 millions d'arrivées. Et en 2014, on a eu 1 milliard. Et ils projettent 1,8 milliard pour l'an 2030. Alors, ça veut dire que le tourisme, à moins d'avoir quelque chose de catastrophique qu'on ne voit pas, ça va en montant. Alors, le tourisme, on est tous touristes d'un certain point de vue, mais c'est la façon dans laquelle on gère les sites, et c'est ici qu'on voit les grands dommages faits dans le nom d'offrir des occasions touristiques. Je vous montre l'exemple du palais de Potala en Chine, et vous voyez que pour le préparer pour les autobus, on a enlevé tout le secteur vernaculaire domestique en bas du palais. Ils ont retenu le palais, qui est quand même une façon un peu ancienne, hors date, de penser du patrimoine, et ils ont détruit le côté vernaculaire, qui est aussi intéressant que le palais comme tel. Alors ça, c'était au nom du tourisme. Et puis l'exemple parfait, oui, tout le monde vit quand on voit cette image-là. C'est la Grande Muraille en Chine. Remarque que c'est une portion du muraille qui est reconstruite en passant. Mais quand même, si vous regardez, j'utilise cette image-là pour dire, bon, imaginez l'impact physique sur le bien d'avoir un achalandage comme ça de touristes, mais aussi la question de l'expérience de touriste, qui est très important. L'expérience, votre expérience d'un site du patrimoine mondial, c'est important que vous pouvez avoir l'espace pour d'avoir cette expérience-là, et pas possible quand on est tous l'un contre l'autre. Mais pour montrer un bon exemple de gérer le tourisme comme il faut, j'ai choisi un exemple en Espagne, à Grenade, c'est l'Alhambra. Et il y a plusieurs endroits qui sont les endroits que tout le monde veut voir dans Alhambra. Alors, ils ont décidé de gérer ça parce qu'il y avait trop de monde et tout le monde était dans les mêmes places. Alors, ils ont utilisé la technologie moderne. Alors, d'abord, ils limitent le nombre de touristes à 8 000 par jour. 8 000 par jour, c'est quand même beaucoup de touristes. Mais en plus, on achète un billet avec un barcode. Alors, ils ont des machines un peu partout et vous n'avez pas accès à certaines parties, sauf dans une demi-heure qui est écrit sur votre billet. Alors, si vous voulez voir le palais de Nasrid, qui est une des parties que tout le monde veut voir, il faut que vous fassiez attention à votre demi-heure. Si vous le manquez, vous le manquez. Et si vous ne croyez pas que ça fonctionne, allez voir sur TripAdvisor, parce qu'il y a beaucoup de plaintes des gens qui n'ont pas fait attention et qui n'ont pas eu accès à certaines parties du site. Alors, ça, c'est une façon des propriétaires d'essayer de contrôler le tourisme pour que l'expérience et l'impact sur l'infrastructure n'est pas trop sévère. Alors, je trouve que c'est un exemple qui mérite d'être étudié en détail. Alors ça, c'est côté conservation, des bons points, des points, les échecs, des possibilités. Pour la coopération internationale, je dirais que la Convention a vraiment réussi d'attirer beaucoup d'appui.
il y a beaucoup de pays qui ont qui ont créé des fonds, qui ont passé leurs fonds à l'UNESCO pour les sites du patrimoine mondial. Le Japon en est un qui est très fidèle. Et la France aussi a fait plusieurs ententes avec l'UNESCO. Il y a la Fondation des Nations Unies, Fondation nordique du patrimoine mondial. Et aussi, on a créé une organisation des maires, les villes du patrimoine mondial. Alors, du point de vue institutionnel, on a vu vraiment des initiatives intéressantes vers une collaboration, une coopération internationale. Et en plus, ça a attiré beaucoup le secteur privé. Alors, ça, c'est quelque chose, je pense qu'avec les coupures à l'UNESCO, on va voir ça un peu partout à l'UNESCO, mais le patrimoine mondial était vraiment en avant des partenariats avec le secteur privé, qui, des fois, le comité n'était pas tout à fait content parce qu'ils n'ont pas toujours aimé leurs partenaires, mais en gros, je pense que ça a été bien géré et ça a mis bien des ressources à la disposition du patrimoine mondial. Et juste un exemple, qui est un exemple où la France et le Japon ont collaboré, c'est un grand investissement depuis des années à Angkor au Cambodge, un site énorme, un vaste site qui avait besoin vraiment de beaucoup de formation des gens et aussi de la conservation et des biens. Les sculptures et aussi les biens comme tels. Il y a eu beaucoup d'équipes qui ont travaillé là-dessus. On a eu besoin de beaucoup de coordination et on a créé un comité international de coordination et aussi beaucoup d'investissements dans la conservation bien fait. Alors ça, c'est côté coopération internationale, je trouve que la Convention a fait un bon chemin là-dessus. Et juste quelques dernières remarques, parce que le temps file. D'abord, je voudrais juste faire le point sur la flexibilité de la mise en œuvre de la Convention. Je pense que la Convention, telle que conçue dans les années 72 ou 70 et dans les années 60 même, ça s'est venu d'une certaine... c'était créé dans une certaine période d'intérêt dans l'environnement et aussi de combattre un peu le développement infrastructure et aussi la destruction des guerres. Et c'est fait d'une certaine façon, mais je trouve que la Convention était assez européenne de point de vue et n'était pas... dans sa vision originale, n'aurait pas été très facile à mettre en œuvre partout dans le monde, mais le fait qu'on a pu travailler sur les concepts, ça a comme rendu la Convention beaucoup plus flexible et ça a pu acquérir la diversité des cultures qui peu à peu se sont rejointes au mouvement patrimoine mondial. Alors ça, je trouve que le document, la Convention comme telle n'est pas flexible, mais les orientations, le comité peut les ajuster au fur et à mesure et ils l'ont fait d'une façon intéressante. Malgré le débalance géographique que je vous ai montré tout à l'heure, si vous regardez sur la liste du patrimoine mondial, vous trouverez vraiment une grande diversité culturelle quand même. C'est une question d'équilibre qui n'est pas là, mais la diversité culturelle, il est là. Il y a vraiment beaucoup de sites d'intérêt extraordinaire qui attirent l'attention aux cultures différentes du monde. Il faut reconnaître qu'il y a eu toute une influence du discours du patrimoine immatériel qui a commencé dans les années 90 et qui a gagné beaucoup de rapidité ou de motivation vers la fin des années 90 et a fini par une convention de 2003 sur le patrimoine, la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Mais tout le long des années 90, l'influence de ce discours du patrimoine immatériel a comme pénétré la réflexion du patrimoine mondial. Comme vous avez vu sur la question d'authenticité, vous avez vu ça sur le paysage culturel. Alors, il y a comme
malgré le fait qu'il y ait une grande différence de date entre les deux conventions, il y a eu quand même une influence d'un discours plus récent sur le patrimoine, la Convention du patrimoine mondial. L'autre point que je ferai, c'est que malgré les menaces, et il y en a beaucoup, il y a quand même une affirmation de l'éthique de conservation, que les pays prennent au sérieux les critiques du comité sur la conservation des biens sous leur contrôle et font un grand effort de faire la bonne conservation. Et ça, c'est le comité qui est comme le porteur de l'éthique de la conservation pour le patrimoine mondial, mais quand même, je trouve que dans leur discours et certainement leur impact sur les pays, qu'ils jouent toujours ce rôle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une construction d'un dialogue scientifique international pour la conservation. Si la Convention du patrimoine mondial n'avait pas existé, n'existait pas, je doute qu'on aurait eu tant de dialogue sur les principes de conservation, sur le principe de valeur, la prise de décision par les valeurs, concept d'intégrité, concept d'authenticité. Il y a tout un discours académique, scientifique, qui a été influencé par le croisement des cultures et la rencontre des chercheurs à l'intérieur du patrimoine mondial. Alors ça, c'est un effet qui n'est pas négligeable. Et le dernier point que je ferai, c'est la question de l'engagement des communautés et de la société civile. Au début de la Convention, les communautés n'étaient pas vraiment considérées importantes ni dans l'identification, ni dans la mise en œuvre de la Convention. D'ailleurs, les pays étaient, même dans les orientations, au début, les pays étaient invités de ne pas dire aux citoyens qui ont présenté un de leurs biens au patrimoine mondial pour ne pas monter les expectatifs. Alors, c'était vraiment une façon différente de voir. Et c'était un peu comme une société secrète. Et je sais que quand je suis allée à une réunion en 1991 en Angleterre, on a invité, la première fois qu'ils ont invité tous les responsables des sites du patrimoine mondial à une réunion, et la plupart de ces gestionnaires de sites du patrimoine mondial ne savaient pas qui étaient des sites du patrimoine mondial. Alors, ça veut dire que ça a beaucoup changé de nos jours, parce que maintenant, les citoyens sont impliqués dès le départ, et c'est très important pour les communautés et la société civile d'être impliqués. Et de nos jours, actuellement, je pense qu'il n'y a aucun pays qui oserait présenter un site devant le comité sans avoir engagé la communauté locale. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que cet engagement au niveau local est fondamental pour la conservation à long terme, parce qu'il est absolument nécessaire qu'au niveau local, les gens comprennent et appuient l'idée d'un patrimoine mondial, qui sont fiers de cela, ils savent ce que ça implique et qui font ce qu'il faut faire pour le protéger. Alors, ça, c'est plutôt arrivé plus récemment dans le système. Alors ça, c'est pour finir, juste de dire qu'on est rendu à 191 États parties, qui est presque tous les pays du monde. Et on a franchi le seuil de 1000 sites cette année au Qatar, et on a maintenant 1007 sites sur la liste du patrimoine mondial. Alors c'est une énorme machine avec beaucoup d'enjeux, et je pense que vous faites bien de faire une série de conférences là-dessus. Alors avec ça, j'ai fini.